I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. Se défaire de cet accord, c'est se remettre là où on était en 2013-14, c'est-à-dire soit il faut bombarder l'Iran, soit l'Iran aura la bombe. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror. Tout ceci était une façon de faire pression sur la France, de la faire chanter, de l'intimider, de lui faire peur. L'Iran, à ce moment-là, est clairement un État terroriste, c'est tout à fait clair. Le soutien de la France à l'Irak a été considéré en Iran comme une traîtrise. Pour Khomeini, le conflit central, c'est celui de l'islam face à l'Occident. Le 6 octobre 1978, un vieil homme enturbané arrive à Paris, en toute discrétion. Cet homme, c'est l'ayatollah Khomeini, un religieux iranien en exil depuis 15 ans, féroce opposant au régime monarchique du Shah. Nous savons évidemment qui est Khomeini. Il y a un dossier considérable suivi parce que ça fait 20 ans que Khomeini est dans l'actualité. C'était certainement celui qui était le plus dur, le plus anti-occidental. Il faisait partie de ces jeunes religieux qui, dans les années 60, s'est opposé au Shah. 90% du clergé iranien s'est couché. Lui, il s'est révolté. Il a payé le prix de la révolte. Il est obligé de s'exiler en Irak. C'est un homme dur, fort et sûr de son action et de sa parole. Khomeini est arrivé avec son fils. Son fils avait les 2 passeports à la main. Il est passé devant l'officier. L'officier n'a pas ouvert les passeports. Il a vu la couverture de passeport, qui était un passeport iranien, il l'a rendu. À l'époque, les Iraniens n'ont pas besoin de visa pour venir en France. L'Iran est considéré comme un pays ami. Au pouvoir depuis 30 ans, le Shah d'Iran est apprécié par l'Occident. En 1971, pour fêter les 2500 ans de son empire, le monarque avait organisé sur le site antique de Persépolis 5 jours de fête somptueuse, digne d'une superproduction hollywoodienne. L'ensemble des chefs d'État de la planète et les têtes couronnées sont là, invités à venir s'incliner devant Sa Majesté le Shah d'Iran. Tout vient de l'extérieur. Les repas, les tentes, même les bars, on dit que même les bars des soldats aussi étaient importés de l'extérieur. C'est un grand mépris pour un peuple. Le Shah s'est offert ces cérémonies grâce à l'argent du pétrole qui coule à flot. Il rêve de moderniser l'Iran à marche forcée. We only do what is good for the country and for the majority of the people. I can say that in 13 years, 14 years' time, we will be in Iran what you are today in Europe. Derrière le faste apparent, le Shah dirige le pays d'une main de fer et a muselé toute l'opposition. Cette monarchie n'avait pas tellement la légitimité, ce n'était absolument pas la même image qui était ici. C'était autoritaire, c'était l'ennemi numéro 1. Aveuglé par sa toute-puissance, le dirigeant iranien perçoit-il la colère qui monte? Revenons en France. Dès son arrivée,
l'ayatollah Khomeini est attendu par un comité d'accueil. Ce sont tous des opposants politiques exilés à Paris. Pour moi, c'était comme je retrouvais mon père. Disons, j'avais une grande sympathie pour lui. On pouvait dire, voilà, c'est un homme qui résiste. Monsieur Khomeini il m'a demandé, Monsieur Banissad, où nous allons-nous? Alors je lui ai dit que montez à cette voiture-là, on vous a préparé un appartement. L'entourage de Khomeini était des mollahs. Ils avaient des réactions de mollahs. La hantise numéro 1 de Khomeini à Paris, c'était d'être photographié avec la Tour Eiffel. Paris, c'est une ville de sexe, de boissons alcoolisées et tout. Absolument le contraire de ce qui est une ville religieuse. Ses amis lui ont donc trouvé une maison loin des excès de la capitale. L'ayatollah Khomeini s'installe dans un pavillon à Neauphle-le-Château, à une quarantaine de kilomètres de Paris. Dès qu'il est arrivé à Neauphle, dans ce petit jardin, c'était quelque chose d'extraordinaire, parce que c'était un peu un mythe, ce bonhomme. Il est là, et il nous reçoit, il fait une prière avec... il doit y avoir à tout casser 10 personnes la première fois. Voilà, on s'installe sous le pommier, mais comme Saint-Louis, quoi. Naturellement, tout le monde est avide de l'entendre parler, et lui est très impassible, très imprégné, qu'on sentait le bonhomme qui était habité par quelque chose, quoi. C'est un peu Dieu qui tombait sur terre, à ce moment-là, c'était étonnant. Neauphle-le-Château devient la capitale des Iraniens en exil. Ils accourent de partout, d'Allemagne, d'Angleterre, des États-Unis. Tous viennent rencontrer l'ayatollah Khomeini. Khomeini, à cette époque-là, sur le plan mondial, c'était un personnage inconnu. Il y a une alchimie qui est passée. C'était l'afflux des journalistes de tous bords. Khomeini est devenu un personnage international médiatique. Une transformation totale. Oui, l'ayatollah Khomeini que vous voyez en ce moment sur ces images... L'ayatollah, le chef religieux Khomeini, reçoit ses fidèles et l'ayatollah Khomeini ne cesse de lancer des appels à la révolte. Le voici qui entre dans la pièce où nous sommes, suivi du docteur Sadek, qui va nous servir d'interprète. Docteur Sadek... Pour répondre à la curiosité des médias, les conseillers de Khomeini ont mis au point un stratagème. Toutes les questions doivent être déposées à l'avance par écrit, et l'ayatollah récite les réponses préparées par son entourage. Et Khomeini, il arrive à faire passer un discours beaucoup plus présentable à la presse occidentale. حکومت دموکراسی به تمام معنا ایران آزاد مستقل درست می‌کنیم ان شاء الله. Thank you, sir. La mystification fonctionne. Les intellectuels de l'époque, Michel Foucault ou encore Jean-Paul Sartre, adoubent Khomeini. Il devient aux yeux des Occidentaux une forme de nouveau Gandhi. On parle de droits de l'homme, on parle de liberté, on parle de démocratie, on parle de pouvoir populaire, et on dit voici une bonne alternative finalement. Khomeini, c'est bon.
Khomeini s'est avéré à Paris comme un excellent politique. Ce sont des maîtres d'utiliser des termes ambigus. Et Khomeini en a fait un art. La nuit, quand les visiteurs sont partis, une autre activité plus discrète se déroule dans la maison de Nofl. Khomeini n'est pas seulement venu se réfugier à Paris, il prépare une révolution islamique dans son pays et il entend bien la lancer depuis la France. J'aidais à enregistrer la parole de M. Khomeini après la prière pour en faire des cassettes audio. در صحبت‌هایی که آقای خمینی برای M. Khomeini abordait certains sujets avec les Iraniens sur des cassettes qu'il n'abordait pas avec les journalistes. با خبرنگاران خارجی خیلی فرصت طرحش نبود. شاه همین تمام آثار تمدن را در ایران به یک آثار فاسد کننده مفسد در آورد. سینماها را محل فساد درست کرد، اخلاق جوانهای ما را فاسد کرد، مراکز فحشا را زیاد کرد. C'était multiplié à l'infini, et les Iraniens repartaient en Iran avec ces cassettes, et ces cassettes allaient dans le pays entier. C'était des centaines de milliers de cassettes. Il y a eu une modernité dans cette révolution qui est absolument incroyable, quoi, à une époque où Internet n'existait pas. À Téhéran, les discours de Khomeini électrisent la foule. À l'automne 1978, des émeutes éclatent. La révolution islamique est en marche. Khomeini était quelqu'un qui a fait sortir l'islam des mosquées. Avant l'islam, c'est une religion traditionnelle. On allait prier le vendredi dans les mosquées, les vieilles femmes allaient prier. Et Khomeini leur dit non, la mosquée, l'islam, c'est une force intellectuelle, c'est une force politique. En première ligne, on retrouve les femmes venues des quartiers populaires et des campagnes. Il y avait ce que nous avions baptisé la houle noire des tchadors, et qui était en effet la présence en masse des femmes. C'était impressionnant de voir toutes ces femmes traditionnelles qui ne sont jamais sorties de chez elles crier en plein milieu des avenues « À bas le Shah !» Il y avait une dimension réellement révolutionnaire, quoi, un changement radical de société. Les pauvres étaient à 100% pour Khomeini, sans l'ombre d'un doute. Face à cette révolte, retranché dans son palais et entouré de courtisans, le Shah d'Iran compte sur l'Occident pour assurer sa survie. We are decided also to defend our country regardless of the consequences. The question is for the West to know, can they afford to lose Iran? That will be up to the West to decide.
Paris, le président Valéry Giscard d'Estaing est sommé de prendre position. Il doit choisir, expulser Khomeini ou laisser l'ayatollah s'exprimer librement depuis Neauphle-le-Château, au risque de provoquer la chute de son ami, le Shah d'Iran. Président, est-ce que la liberté de parole dont bénéficie l'ayatollah Khomeini sur le territoire français équivaut, de la part du gouvernement, à une neutralité bienveillante à son égard, ou est-ce que le gouvernement soutient toujours le régime du Shah d'Iran? Le gouvernement n'a pas à intervenir dans les affaires intérieures de l'Iran. En ce qui concerne l'ayatollah Khomeini, il est venu en France dans des conditions régulières. Il lui a été indiqué à 2 reprises, il y a plusieurs semaines et plus récemment, que le sol de la France n'était pas un territoire d'où pouvaient être lancés des appels à des actions de violence. Mais un autre paramètre va entrer en compte. Le Shah souffre d'un cancer incurable. Ses jours sont comptés. La France a-t-elle réellement intérêt à prendre sa défense? Le sort du Shah d'Iran est scellé, sous une paillote, lors d'un sommet international à la Guadeloupe. Le président Giscard d'Estaing informe son homologue américain Jimmy Carter, le monarque iranien n'a plus que quelques mois à vivre. On est en pleine guerre froide. Et donc, ce que l'on craint, ce n'est pas la révolution en Iran, mais c'est le fait que s'il y a des troubles en Iran, les chars soviétiques prennent l'Iran et prennent le pétrole du Golfe Persique. Autrement dit, l'Iran, c'est notre protecteur contre le bolchevisme. Les religieux sont fondamentalement anticommunistes. Donc, il n'y a pas de solution. M. Khomeini est un religieux, donc anticommuniste, donc soutenons, acceptons l'hypothèse Khomeini. La peur du communisme l'a emporté. Les Occidentaux décident d'abandonner le Shah d'Iran. Quelques jours plus tard, l'empereur déchu n'a plus d'autre choix que de quitter son pays. J'étais très choqué. C'était quelque chose que vous ne pouviez imaginer un an avant. C'était inimaginable. Le Shah abandonne le pays. Certains en Iran disaient le Shah n'a plus le courage de prendre le pouvoir. Effectivement, ce n'est pas glorieux pour le Shah, un Shah, roi des rois. Depuis la France, en à peine 4 mois, Khomeini est parvenu à mettre un terme à 25 ans de dictature. Le Shah s'en va. Il ne reviendra pas. Voici une possibilité pour l'Iran d'avoir un avenir meilleur. Quinze jours plus tard, l'ayatollah Khomeini rentre à Téhéran. Paris se retrouve une nouvelle fois en première ligne, car c'est à bord d'un avion Air France privatisé que le religieux embarque. Nous, les compagnons de M. Khomeini, étions un peu plus de 30 personnes dans l'avion. On était en première classe et les journalistes étaient en économie. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. En fait, c'était une nuit inoubliable. À un moment donné, je demande de faire les photos, en particulier quand on passe la frontière iranienne. Et ça, c'est le seul jour où je l'ai vu sourire. Il a regardé là, à travers le hublot, etc. Et là, j'ai vu content, quoi. Il avait un truc d'enfant, presque. À Téhéran, Khomeini descend de l'appareil au bras d'un steward d'Air France avant d'être accueilli par une foule de mollahs. À la sortie de l'aéroport, le religieux est assailli par une marée humaine. On voit une mer d'hommes, de jeunes, chaleureux, gais, confiants, pleins d'espoir.
un peuple vainqueur, fier, ça, inoubliable. On avait l'impression que tout l'Iran était venu à l'aéroport. Les types tombaient en larmes, c'était hallucinant, quoi. Même pas de la transe, c'est une ferveur. Puis tous ces gens qui venaient avec les petits bouts de papier, avec leurs souhaits, leurs vœux, leurs prières, il fallait s'approcher le plus près possible du Dieu vivant, quoi, du Messie. À la place de faire un discours de religieux, il a fait un discours politique. Il a aboli la Constitution. Ce jour-là, Khomeini adresse un avertissement à ses alliés politiques. Il entend bien conserver ce nouveau pouvoir qu'il convoite depuis si longtemps. Tout le monde pensait que dans 15 jours, ce sera fini, parce que qui peut penser qu'un religieux, qui ne parle ni anglais ni français, pourrait diriger un pays aussi brillant que l'Iran du Shah? Personne. Or, ce qui se passe en Iran, c'est une révolution, un changement total de logiciel politique, une autre époque. Les quelques premiers mois sont des mois d'incertitude, d'ambiguïté, des mois dans lesquels on s'interroge sur que va être cette révolution. La réponse ne va pas tarder. Les révolutionnaires ne se contentent pas d'une victoire politique. Avant toute chose, ils veulent éradiquer tout ce qui se rapproche de près ou de loin à l'ancien pouvoir. Au lendemain de la victoire, les bains de sang ont commencé. Parce que tous les révolutionnaires avaient des théories violentes en tête. Ils ont commencé à vouloir se venger, tuer et exécuter au lendemain de la victoire. Et donc, le Shah n'étant pas touchable, il étant parti, il fallait bien trouver une victime. Et la victime est toute trouvée. Un ancien Premier ministre du Shah, durant 13 ans, l'un des hommes les plus en vue du régime, Amir Abbas Oveida. Oveida avait fait le choix de ne pas quitter Téhéran. Il aurait pu partir. Je crois qu'il avait une mère très âgée qui ne voulait pas quitter. Envoyée spéciale en Iran, la journaliste Christine Ockrent décroche une interview d'Oveida dans sa prison, alors qu'il est aux mains des révolutionnaires. C'était un homme qui était, je crois, convaincu, encore une fois, que l'esprit de raison pouvait s'appliquer, plus sans doute une immense lassitude due à l'incarcération dans des conditions évidemment très pénibles. C'était absolument sinistre et sordide. Monsieur Oveida, est-ce que vous vous sentez la victime expiatoire à travers laquelle on essaie de juger tout un système? Voyez vous-même dans quelles conditions je suis. C'est pas la peine que vous me posiez des questions. C'est simplement pour vous permettre de dire quelque chose qui sera entendu. Vous savez, il faut laisser les boucs émissaires se taire, ça vaut mieux. Même s'il a l'occasion de se défendre? Quelques jours plus tard, après un procès expéditif, Oveida est condamné à mort et exécuté. La justice des mollahs tourne à la vengeance. Le procès était injuste, ridicule et illégal. Même le verdict de la peine de mort n'a pas été exécuté dans les règles. Un mollah a abattu Oveida dans un couloir de la prison. C'est la preuve que c'est un régime sans merci, pour qui les règles de droit telles qu'on les conçoit en Occident n'ont pas lieu d'être.
Cela correspond à l'exécution de Louis XVI, car cela marque le début d'une période de terreur. Les purges se poursuivent et dévoilent la face sombre de la révolution. Petit à petit, l'ayatollah Khomeini impose sa loi islamique dans une atmosphère de terreur. Le nouveau leader iranien a décidé de s'installer à Qom, la ville sainte située à 150 km de Téhéran. De là, il dirige à distance son gouvernement où siègent des civils et des religieux. Le gouvernement se rend en minibus à Qom. Tous cravatés, ce sont des ministres. Ils partent là pour voir quel est le sens du peuple, le sens de la révolution. Et quand ils reviennent de Qom, ils n'ont plus de cravate. Les ministres ont compris que la religion était populaire et donc on voit peu à peu ainsi la religion prendre place dans la vie quotidienne des Iraniens, le symbole étant la cravate des ministres qui tombait. این رو هم میتونم بگم ما این تصور رو هم نداشتیم که از فردای پیروزی Nous n'imaginions pas que M. Khomeini deviendrait aussi puissant après la Révolution. و قدرتش Et sa puissance était telle que personne n'osait le contredire. کنه نه بتونه تصحیحش بکنه. Est-ce que M. Khomeini il a trompé tout le monde? Il paraît. Lui qui était disons, un esprit est devenu un despote. Après avoir éliminé toute opposition interne, Khomeini islamise la révolution. Et il impose la dictature de la loi religieuse, la charia. Il interdit l'alcool et la musique dans tout le pays. Un message clair envoyé à l'Occident. Le nouvel Iran n'a pas besoin de ses anciens alliés qu'il juge décadents. Et ce sont les Américains qui vont les premiers en subir les conséquences. Le 4 novembre 1979, une manifestation est organisée devant l'ambassade américaine de Téhéran pour protester contre l'accueil du Shah à New York, venu soigner son cancer. Ce jour-là, les manifestants prennent d'assaut le bâtiment. Nous étions réfugiés au deuxième étage du bâtiment principal de l'ambassade, protégés par une porte blindée. Ils étaient de l'autre côté de la porte, et personne ne semblait venir nous aider. Nous avons réalisé que nous étions livrés à nous-mêmes, nous ne pouvions compter que sur nous. Je suis allé leur parler. Ils avaient déjà capturé l'un de nos officiers de sécurité. Ils nous ont mis une arme sur la tempe et ont dit « Si vous n'ouvrez pas la porte dans les 5 minutes, nous allons exécuter ces hommes. » Bluffaient-ils? Je ne sais pas. Cette prise d'otage est menée par une poignée d'étudiants qui n'obéissent à aucun ordre du pouvoir. Ils ont pris seuls l'initiative. Ils m'ont amené dans une pièce où il y avait un jeune homme assis, la tête recouverte d'un sac, avec 2 trous pour les yeux pour que je ne puisse pas l'identifier. Et là, je me dis, ce n'est pas juste. C'est moi qui devrais avoir le sac sur la tête. En fait, ils ne savaient pas quoi faire. C'étaient des amateurs. L'idée était que tout cela serait réglé en quelques heures.
Mais l'occasion est trop belle pour Khomeini. Le leader décide de récupérer cette prise d'otage et ainsi marquer sa rupture avec l'Occident. Khomeini a fait un discours où il soutient l'affaire des otages. Il dit « c'est une deuxième révolution ». Depuis Washington, le président américain Jimmy Carter assiste impuissant à cette prise d'otage. Une déclaration de guerre en quelque sorte, qui lui est personnellement adressée. Jimmy Carter a été percuté par une locomotive et il ne comprenait vraiment pas ce qui se passait. Les Américains, d'une manière très américaine, ont constamment essayé de dire « salut ». Et la réponse des Iraniens était invariablement, en traduisant d'une manière très polie, « allez vous faire voir ». Pour Khomeini, le conflit central du monde moderne, c'est celui de l'islam, des musulmans, face à l'Occident, symbolisé par l'Amérique. Les mois passent et la situation reste bloquée. En avril 1980, Jimmy Carter, le démocrate pacifiste, se résout à choisir l'option militaire. Il décide de lancer l'opération Eagle Claw. L'opération avait été conçue comme un Fort Alamo, sauf que c'était à nous d'essayer d'entrer. C'était une initiative audacieuse de la part de Carter. Il a donné son feu vert à une opération spéciale très complexe. Beaucoup trop complexe pour réussir. Car rien ne se passe comme prévu. Piégés par une tempête de sable, plusieurs hélicoptères américains s'écrasent dans le désert iranien. 8 membres des forces spéciales sont tués. Jimmy Carter est obligé d'annuler la mission. Résultat, la Grande Amérique n'était pas fichue même de faire une opération de commando pour libérer ses citoyens. Preuve encore que Dieu était avec l'Iran et que l'islam était triomphant. Jimmy Carter est doublement humilié. Les corps des pilotes américains sont exhibés à la télévision iranienne et les otages ne sont toujours pas libérés. L'humiliation va durer 9 mois supplémentaires, jusqu'à l'élection du nouveau président américain. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of my ability. C'est le moment choisi par Khomeini pour libérer les otages. Il aura attendu la chute de Jimmy Carter. Je suis sûr qu'il y avait le désir de la part de Khomeini d'humilier Jimmy Carter. Et il y avait aussi une vraie crainte de Ronald Reagan, le cow-boy téméraire. C'est une humiliation méchante, hein, mais vae-victis, malheur vaincu. Et Khomeini dit « j'ai gagné, je peux me permettre tout ce que je veux ». Les otages sont libérés, après 244 jours de détention. Khomeini est devenu le meilleur ennemi des Occidentaux et l'Iran, à leurs yeux, un État voyou. Pour nous, cela a été 14 mois difficiles, effrayants, durs également pour nos familles. Mais pour les Iraniens, cela s'est traduit par 40 années d'isolation internationale. Car l'ayatollah Khomeini n'en a pas fini avec sa croisade anti-Occident. Sa nouvelle cible, la France, où de nombreux Iraniens fuyant la nouvelle République islamique
ont désormais trouvé refuge. Ce jour-là, à Orly, parmi les passagers en provenance de Beyrouth, se cachent 3 hommes qui se font passer pour des touristes. Ils voyagent légèrement, sous de fausses identités. C'est un commando qui est là pour accomplir un acte d'assassinat, c'est tout à fait clair. Un commando dirigé par le Libanais Anis Nakash, un militant de la cause palestinienne qui a fait ses classes auprès du terroriste Carlos. Il n'y avait pas de sécurité très sérieuse à l'époque à l'aéroport d'Orly. C'était facile de rentrer avec un sac à main sans passer par la douane. Un des membres du commando, il est parti avec un sac de sport avec 5 pistolets. Pour cette mission, il travaille en mercenaire pour le compte de l'ayatollah Khomeini, qui souhaite éliminer un ennemi personnel. J'ai voyagé 2 fois avant l'opération, uniquement pour le repérage de la maison. C'est moi qui ai mis tout au point, parce que j'avais l'expérience, j'étais le chef de groupe. Mais les Iraniens qui étaient choisis, ils ne parlaient pas français, ils parlaient anglais. Et ça, c'était un point faible d'opérer en France. La cible du commando s'appelle Chapour Bakhtiar. C'est l'ancien Premier ministre du Shah d'Iran. Il s'est réfugié ici, chez ses enfants, dans un appartement situé à Neuilly, en banlieue parisienne. C'était le plus flambeur des hommes politiques que j'ai connus. Il était brave, vaillant, mais permettez-moi, sur le terrain politique, en étant flambeur, en étant joueur de poker, on risque beaucoup plus de perdre que de gagner. C'était un agent de la France. On avait l'intention d'exécuter quelqu'un qui était en train de préparer quelque chose qui ne convient pas aux intérêts de la révolution iranienne, c'est tout. Il faut bien avoir en tête que c'est une fatwa. Nakash avait tout l'appareil religieux et le chef religieux derrière lui pour faire cette opération à Paris. C'était ça. Il était en mission sainte. Il était en mission sainte. Le guide, personnellement, lui avait confié cette mission. La cible des terroristes vit sous la protection des policiers de la DST, la direction de la surveillance du territoire. Mais après leur mission de repérage, ils vont mettre au point un plan. C'était de se présenter devant la maison pour dire que nous sommes des journalistes. On a une réunion avec M. Bakhtiar. Et s'il nous laisse arriver jusqu'à sa porte, d'attaquer la maison. Sinon, il fallait éliminer les policiers pour arriver jusqu'à l'appartement. Au deuxième contrôle, les policiers cette fois demandent à vérifier l'identité des journalistes. Dès lors, l'opération va basculer.
monté jusqu'au deuxième étage. Son secrétaire, il a vu tout de suite mon pistolet et il a fermé la porte qui était blindée. L'opération a échoué. On ne bouge pas, on ne bouge pas. Tous les membres du commando d'Anis Nakache sont arrêtés en flagrant délit par les hommes du commissaire Broussard. Le bilan est extrêmement lourd. Un policier et une voisine sont tués. Un autre policier est grièvement blessé. Notre but, ce n'était pas d'attaquer les Français. Notre but, c'était Bakhtiar. C'est pour cela qu'on attaque au début pour rentrer à la maison. Mais une fois qu'on a échoué, il n'y avait pas de raison de continuer de se battre contre la police française. Tandis qu'Anis Nakache est emmené au 36 quai des Orfèvres, le soir même, Chapour Bakhtiar, le survivant, est l'invité du journal de 20 h. Mais qui sont vraiment vos agresseurs? Ils se prétendraient palestiniens, dit-on maintenant. Palestiniens ou Syriens ou Libyens, ils sont certainement poussés, organisés, payés par M. Khomeini et sa clique. Alors, M. Bakhtiar, il serait bon que nous... C'est une tentative d'assassinat qui va dégrader tout de suite considérablement l'image de l'Iran, car les tueurs sont évidemment commandités par l'Iran et on n'aime pas du tout en France ce genre d'expédition punitive. La France est très à cheval sur sa souveraineté territoriale. Dans l'opinion française, il y a cette déception très profonde sur l'idée que cette révolution, au fond, apporte la violence, la brutalité et l'exporte. Depuis ce jour de juillet 1980, la nouvelle République islamique rejoint le camp des ennemis de la France. Et la suite des événements ne va pas améliorer nos relations. Quelques mois plus tard, veillée d'armes à Téhéran. L'ayatollah Khomeini a convoqué une réunion de crise. L'Iran est sur le point de se faire envahir par l'Irak de Saddam Hussein. Celui-ci veut faire main basse sur les champs de pétrole iraniens. La toute jeune République islamique va jouer sa survie. J'ai demandé à Arafat d'aller voir M. Saddam pour lui dire que faire la guerre, c'est une grande sottise. Il m'a dit que Saddam, assis comme ça, il a dit 4 jours ou une semaine. Iran, c'est fini. Il n'y aura plus d'Iran. L'offensive irakienne est foudroyante. En quelques jours, l'armée de Saddam Hussein s'empare d'une partie de l'Iran. À Téhéran, Khomeini décrète la mobilisation générale. Il envoie ses partisans, les gardiens de la révolution, reconquérir, tranchée par tranchée, le territoire perdu. Cette guerre, finalement, va servir de prétexte au régime pour unifier le pays. C'est ce qui va amener l'ayatollah Khomeini à dire, finalement, cette guerre est un don de Dieu. Le conflit tourne à la boucherie. Les volontaires iraniens meurent par centaines de milliers, victimes des armes chimiques largement utilisées par Saddam Hussein.
victimes de l'arme chimique. Ça n'a pas été beaucoup dit à l'époque. Quand Saddam a utilisé l'arme chimique contre les Iraniens, la communauté internationale n'a pas réagi. Personne n'a condamné l'Irak, personne n'a condamné l'agresseur. Le Conseil de sécurité de l'ONU a refusé de condamner l'Irak en 1982. A refusé. À Paris, le conflit entre l'Iran et l'Irak est observé de près. Depuis le premier jour, la France a choisi de soutenir Saddam Hussein et surtout de lui vendre des armes. Nous avons à ce moment-là des relations excellentes avec l'Irak, excellentes. L'Irak affiche une image socialiste et laïque, progressiste, et ça ne déplaît pas forcément à François Mitterrand. Donc la France s'installe comme le principal pourvoyeur d'armes, et de munitions et de matériel à l'Irak, de Saddam Hussein. Alors que l'armée iranienne menace désormais de s'emparer de l'Irak, François Mitterrand reçoit à Paris Tarek Aziz, l'homme de confiance de Saddam Hussein. Il vient nous demander d'honorer nos engagements. C'est notamment à ce moment-là qu'on parle des super-étendards, parce que ce qui intéressait l'Irak, c'était d'avoir des missiles permettant de contrôler et de bloquer éventuellement la navigation maritime dans ce qu'on appelle le Golfe Persique. Tarek Aziz réclame des avions de chasse, des super-étendards et des missiles Exocet, des armes dernier cri qui équipent l'armée française. La raison est simple, Saddam Hussein veut frapper l'Iran au portefeuille en détruisant son industrie pétrolière. Cependant, la livraison des super-étendards divise le gouvernement français. C'est Quai d'Orsay contre le ministère de la Défense. Et puis, vous avez au-dessus François Mitterrand, qui au départ n'est pas du tout pour la livraison des super-étendards, et puis se laisse. On ne peut pas parler d'une vraie décision. On voit nulle part une décision où François Mitterrand dit « je veux que les 5 super-étendards soient livrés ». Non, s'il n'oppose pas, ce qui veut dire qu'il accepte. Les super-étendards et les missiles Exocet attaquent les pétroliers iraniens et coulent plusieurs navires. La guerre des tankers menace d'asphyxier l'économie iranienne. Le soutien de la France à l'Irak a été considéré en Iran comme une traîtrise, comme une insulte à l'amitié franco-iranienne. En voyant effectivement l'armée française prêter et donner ses armes directement à l'Irak, que ce sont les avions français qui bombardaient les sites iraniens, les Iraniens ont très mal vécu cela. Et pour les Iraniens, c'est une guerre. Dimanche 23 octobre 1983, Beyrouth, la capitale du Liban, est réveillée par une double explosion. 2 attentats suicides viennent de détruire le quartier général des forces américaines et françaises, envoyées par l'ONU pour garantir la paix. Le bilan est extrêmement lourd. 58 morts chez les parachutistes français. C'est un dimanche matin, je suis appelé par le président Mitterrand qui me dit « J'ai l'intention d'aller tout de suite à Beyrouth. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et je lui réponds « Monsieur le Président, donnez-moi un quart d'heure de réflexion. » Il me dit « Non, 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 tout de suite, votre réaction spontanée. » J'ai dit « Il faut que vous y alliez. » Il me dit « C'est ce que je pense, je vais y aller. » Sur place,
François Mitterrand découvre les ruines de l'immeuble du Drakkar qui abritait les forces françaises. Pour le moment, personne ne sait qui a commandité ce double attentat. Dans ce contexte, le président français ne s'attarde pas à Beyrouth. Il pourrait être une nouvelle cible. Il était prévu de repartir dans l'après-midi même. Il circulait déjà dans Beyrouth que le président allait repartir à genre 16h30 ou 17h de l'aéroport. C'était forcément dangereux, ça. Personne n'était tout à fait sûr de qui contrôlait l'espace aérien et notamment qui contrôlait certains quartiers de Beyrouth où il pouvait y avoir un certain nombre de détenteurs de missiles sol-air. Donc on a fait une contre-information, sans le dire à Mitterrand d'ailleurs, en disant non, il va rester la nuit, il va partir demain. Enfin, on a brouillé les pistes. Alors, finalement, on est reparti. Et je me rappelle très bien de ce moment parce qu'il y avait un risque quand même, un vrai risque. Et puis dans l'avion, on est sur la piste et le président dit une phrase curieuse, il dit « Quand serons-nous si nos femmes sont veuves ?» Alors le général Saunier dit dans 3 minutes, monsieur le président. De retour à Paris, le pouvoir français est traumatisé par l'attentat du Drakkar. C'est la première fois qu'il est confronté à un attentat suicide. La réaction de François Mitterrand est, il est terriblement marqué. Et en plus, il y a cette réaction de se dire, mais comment est-ce possible qu'on se soit fait prendre? Et il pique une colère. Qui est-ce qui a fait ça? L'affaire du Drakkar, elle est totalement marquée, totalement inscrite dans la livraison des 5 super-étendards. La France livre des armes et donc il y a des morts iraniens avec des armes françaises. C'est aussi clair que ça. Sauf que l'Iran ne revendique pas formellement l'attentat. L'attentat est revendiqué par un groupuscule qui s'appelle le djihad islamique. Donc l'Iran ne reconnaît pas sa responsabilité. Pour le président Mitterrand, peu importe, il choisit la riposte immédiate. Ce crime ne restera pas impuni. Vous dites ce crime ne restera pas impuni, c'est-à-dire qu'en fait, vous envisagez, et que les Américains peuvent envisager de leur côté, des actions sur le terrain. Tout ce qui touche à la légitime défense représente un droit fondamental de l'homme. Le lendemain, les avions français décollent du porte-avions Clémenceau et bombardent une caserne du Hezbollah, la milice libanaise affiliée aux Iraniens. La France vient d'entrer en guerre. La France, effectivement, il faut le dire, a été en guerre avec l'Iran. Une guerre non déclarée, une véritable guerre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des années plus tard, ça reste toujours dans les esprits. L'escalade se poursuit. 18 mois plus tard, les services secrets français enregistrent un appel téléphonique anonyme passé depuis Beyrouth. Il annonce l'enlèvement de 2 diplomates français, Marcel Carton et Marcel Fontaine. Au début, la vraie question, c'est de savoir qui a fait ce coup-là. Est-ce que c'est du banditisme de base? Est-ce que c'est quelque chose de politique? Est-ce que c'est l'Iran? Est-ce que c'est d'autres? Une voix masculine revendique la prise d'otage au nom du djihad islamique, l'organisation intégriste responsable de l'attentat du Drakkar. L'homme réclame une nouvelle fois l'arrêt du soutien militaire de la France à l'Irak. 2 mois plus tard, 2 autres Français sont enlevés à Beyrouth
Les journalistes Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat débutent alors une longue partie de poker entre Paris et Téhéran. François Mitterrand faisait des réunions en très petits comités, demandant des avis très brefs et fermes, n'aimant pas qu'on dise peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Il fallait qu'on s'engage, ayant d'ailleurs souvent une idée déjà bien réfléchie, bien arrêtée, mais voulant la tester et la valider auprès de nous. C'était sa méthode que j'ai vue sur toutes ces circonstances. Ce qui est très clair, c'est que sa ligne dès le départ était « on ne négocie pas avec les preneurs d'otages. Nous parlons avec les États ». Après plusieurs mois sans nouvelles, un émissaire réussit à établir le contact avec les ravisseurs. Le docteur Rahan, un médecin libanais installé en France, revient de Beyrouth avec des lettres manuscrites. Ce sont les premières preuves de vie des 4 otages français. Depuis combien de temps vous êtes sans nouvelles de votre mari, Madame Fontaine? Bientôt 6 mois, mais j'ai été au Liban 2 mois. Est-ce que là déjà vous pouvez dire que c'est son écriture? Oui. Les ravisseurs ont également transmis leurs exigences. Ils souhaitent que la France revise sa politique vis-à-vis de l'Iran. Si la France ne livre pas des armes à l'Iran, il n'y a aucune raison qu'elle livre des armes à l'Irak. Si, pour des raisons économiques... L'Iran, à ce moment-là, est clairement un État terroriste. C'est un État qui pratique le terrorisme d'État. Oui, oui, c'est tout à fait clair. Parmi les revendications des Iraniens, figure également un vieux dossier qui remonte à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing. En 1974, il avait signé un accord de coopération nucléaire avec le Shah d'Iran, baptisé Eurodif. Selon ce contrat, l'Iran devenait actionnaire d'une usine d'enrichissement d'uranium en France. Et Téhéran prêtait au gouvernement français 1 milliard de dollars pour finaliser l'opération. Quand l'ayatollah Khomeini s'empare du pouvoir, il annule immédiatement le contrat Eurodif et réclame le remboursement du fameux milliard de dollars. L'Iran est effectivement à ce moment-là non seulement assiégé, attaqué, mais il manque aussi d'argent. Et donc cette idée de récupérer ce prêt iranien à la France est là. Et là, la position française est très nette, c'est un refus net et catégorique de rendre le milliard de dollars prêté par le Shah. Les Français ont un peu tendance à dire « ça ne se dit pas, mais ça se pense très fort ». Après tout, c'est pas avec vous qu'on a signé, c'est avec le Shah d'Iran. C'est à quoi l'Iran réplique, l'Iran c'est l'Iran. Tout le monde n'était pas d'accord. Le Trésor était très hostile à la restitution immédiate de cette somme. Et finalement, la discussion a duré très longtemps. Et le président de la République posait la question, il a dit « Bon, je veux savoir exactement à qui appartient ce milliard. » Je lui ai dit « Mais il appartient incontestablement à l'Iran. » Il a regardé tout le monde, il a dit « S'il appartient à l'Iran, il faut le rendre. » Les Iraniens font monter les enchères. Ils exigent également la libération du terroriste Anis Nakache et de son commando, toujours détenu en France. Lâcher Nakache et ses collègues du commando était quelque chose de terrible. Mais voilà, il y avait en face la vie, la survie, le destin de ces otages dont la souffrance était aussi un élément important. Or voilà, la politique c'est aussi de faire des choix. François Mitterrand accepte le marché, mais il pose une condition. Il dit « Moi, je suis prêt à envisager la libération de Nakache, et de Nakache seulement, contre tous les otages, simultanément, d'un coup, et sans attendre, et si on a des garanties. »
Pour la première fois, un envoyé spécial du gouvernement iranien est à Paris. Il s'agit de Mohamed Sadek, le chef des Pasdaran, les gardiens de la Révolution, un pilier du régime. Il est reçu officiellement au Quai d'Orsay. Je reçois le chef des Pasdaran et il m'a demandé s'il y avait un moyen de pouvoir rencontrer Nakache qui était en prison, chez nous. Et donc j'ai négocié avec Badinter qui a été très compréhensif. Et le chef des Pasdaran a pu aller à la prison et voir ses compatriotes. Ça l'a beaucoup étonné. Donc ça a changé un peu l'atmosphère. Il faut imaginer la scène, c'est-à-dire que Anis Nakache, qui est quand même condamné, je crois, à perpétuité, arrive quand même un des principaux ennemis de la France, et puis tranquillement, on l'emmène donc à la centrale de Clairvaux, toutes les portes s'ouvrent et ils discutent. Moi, j'ai refusé. J'ai dit, je refuse de partir sans mon équipe. Au moins, il faut une baisse de la peine pour mes camarades. Et comme ça, on peut être sûr que d'ici 1 an ou 2, ils vont sortir. L'émissaire iranien fait comprendre à Anis Nakache qu'il n'a pas vraiment le choix. L'ordre vient directement de Roménie. Il sortira de cette prison sans son commando. Tout était à peu près ficelé, les choses étaient claires, mais l'affaire ne s'est pas conclue. L'interlocuteur iranien m'a dit il y a un problème à Téhéran. Ce qu'on a dit, les prix ont monté. Il y a des difficultés, les prix ont monté. À la bourse des valeurs, la valeur des otages a atteint son zénith. Ça, ce sont les propos rapportés par un diplomate non suspect de partialité quelconque. Et les explications hors antenne, si j'ose dire, c'est on a eu des propositions meilleures de l'opposition future majorité. Alors, pourquoi ce revirement de dernière minute? Pour certains, il s'agirait d'une manœuvre de l'opposition en vue des élections législatives imminentes. Jacques Chirac part favori et Roménie déteste Mitterrand. La droite aurait fait retarder la libération des otages pour affaiblir la gauche. Peut-on porter une accusation, comme certains l'ont fait, de dire c'est la droite, c'est Chirac qui a fait échouer la négociation? Moi, je n'arrive pas à le croire. Je n'arrive pas à le croire et il ne faut pas du tout écarter l'idée d'une simple manipulation des Iraniens. Autrement, c'est terrible. Et moi, je ne peux pas imaginer ça de la part de responsables politiques français. Le président de la République décrète, M. Jacques Chirac est nommé Premier ministre. Je ne peux pas croire que des hommes politiques de premier plan se soient laissés aller à ce genre d'action. Il n'a jamais été prouvé qui a négocié, mais il s'est passé des choses. Il y a eu des interventions de côté du clan Chirac qui sont intervenues en disant « Ne négociez pas avec les gens de chez Mitterrand, il ne sera plus président après mars, et nous, on peut vous donner plus. » Les Iraniens ont réussi leur coup. Diviser la classe politique française et instiller le poison du soupçon. En mars 1986, Jacques Chirac remporte les élections. La France entre dans une période de cohabitation et le conflit avec l'Iran est loin d'être réglé. Depuis quelques mois, presque une bombe par jour explose à Paris, dont la plus meurtrière en septembre 86, rue de Rennes, à Paris. 7 morts et 55 blessés, c'est le Septembre noir. Tout le monde soupçonne alors une initiative de l'Iran.
Tout ceci était une façon de faire pression sur la France, de la faire chanter, de l'intimider, de lui faire peur. Les technocrates français ne savent pas gérer ce genre de choses. À l'ENA, on n'apprend pas aux gens à négocier avec des voyous, à négocier avec des gens qui sortent complètement de toutes les règles de la guerre. Hein. Donc ils ne savent pas faire ça. Le Premier ministre Jacques Chirac décide alors de parler directement avec l'ennemi. Le vice-premier ministre iranien est invité à Matignon. La France tente la diplomatie, mais le climat est tendu. Aucune poignée de main devant les caméras. C'est esquissé l'amorce d'un marchandage. Nous sommes prêts à libérer Anis Nakache en échange de nos 8 otages. Les Iraniens disaient, on peut voir ce qu'on peut faire, peut-être obtenir la libération de 2 d'entre eux. Mais la France refuse ce marchandage. 2 d'entre eux, il n'y a pas d'Anis Nakache en échange. Anis Nakache, c'est pour les 8. Les Iraniens continuent de nier leur responsabilité sur ces prises d'otages, mais se disent prêts à aider la France. Jusqu'à présent, nous sommes satisfaits de nos entretiens. En ce qui concerne les otages, nous sommes hostiles aux enlèvements. Partout dans le monde, nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir. Et pour preuve, quelques jours plus tard, 2 des 8 otages français sont libérés. Il s'agit des journalistes Georges Janssen et Philippe Rochaud. C'est la première lueur d'espoir dans un dossier qui mobilise l'État depuis plus d'1 an. Parallèlement, la France accepte de rembourser sa dette envers l'Iran. Lors d'une rencontre secrète à Genève, des responsables du Trésor français remettent aux Iraniens un premier chèque de 330 millions de dollars, soit un tiers du remboursement du prêt Eurodif, réclamé par Roménie. La réponse de Téhéran est immédiate. Un nouvel otage est libéré, à la veille de Noël. Il s'agit d'Aurel Cornéa. C'est du donnant-donnant. L'Iran rendait les otages au fur et à mesure qu'on payait, et l'Iran, de cette façon, reconnaissait alors très explicitement qu'il était le responsable de l'enlèvement des otages. Mais malgré l'avancée des négociations, les attentats se poursuivent à Paris, et les auteurs restent introuvables. Jacques Chirac décide alors de passer à la manière forte. Il confie le dossier à son ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, adepte d'une diplomatie plus musclée. C'est une forme, c'est vrai, c'est une forme moderne de guerre, d'agression, et céder à un chantage, ça n'empêchera pas d'autres chantages. Alors il faut se donner les moyens nécessaires, et éventuellement d'ailleurs, faudra-t-il utiliser d'autres moyens, nous verrons bien. L'État français décide de rendre coup pour coup. La DST, la Direction de la surveillance du territoire, cible les milieux islamiques chiites. Les mosquées, les salles de prière, les associations culturelles sont perquisitionnés et leurs responsables arrêtés. Je tranchais effectivement en faveur d'une opération coup de filet, au fond, qui consiste à lancer le filet très large, à ramener les poissons, et en disant, bien après tout, on peut retrouver dedans qui seront intéressants. Dans l'immédiat, elle nous apparaissait moyennement réussie. Mais nous avions tort. Ça a été l'opération décisive. La DST arrête un Tunisien, surnommé Lofty. Il connaîtrait le réseau des poseurs de bombes. Il réclame en échange de ces informations une nouvelle identité et une prime de 1 million d'euros.
On a toujours un peu de doute en face de ce garçon, d'autant qu'immédiatement il demande une rémunération. Elle nous semblait tellement démesurée qu'effectivement que nous avons pensé que c'était un affabulateur. Il connaît énormément de choses. Il connaît énormément de choses sur le fonctionnement de Téhéran, quels sont les objectifs, quels sont les systèmes de recrutement. Grâce à l'OFTIR, la DST va pouvoir découvrir des réseaux dormants et surtout bien connaître le fonctionnement du système iranien. Et l'OFTI finit par nommer un certain Waïd Gorji, bien connu des services diplomatiques. Waïd Gorji est un personnage officiellement pas très important à l'ambassade. Il doit être traducteur, si j'ai bonne mémoire. Il n'a pas l'immunité diplomatique, mais en fait, c'était le numéro 2. Waïd Gorji, le voici, ici aux côtés de Jacques Chirac, lors de la venue à Paris du vice-premier ministre iranien, à qui il servait effectivement de traducteur. Il serait le lien entre Téhéran et les terroristes. Et donc nous avons une réunion, je crois vers 22h30 dans le bureau du président. Et Charles Pasqua nous redit ce qu'il avait déjà dit de nombreuses fois. Gorji, c'est un énorme poisson. Nous avons des preuves, nous avons la certitude qu'il est la plaque tournante du terrorisme iranien en Europe. Il a été évidemment impliqué dans toutes les tentatives d'attentat. C'est quelqu'un d'extrêmement dangereux. Et nous demandons à Jacques Chirac, à Pasqua, mais bon, vous dites ça, mais vous avez des preuves. Oui, dit Charles Pasqua, qui n'est jamais en retard d'une surenchère. D'ailleurs, j'ai une taupe dans l'entourage direct du guide de Khomeini, donc je confirme. L'ordre est donné d'arrêter Gorji, mais entre-temps, le mystérieux traducteur s'est évaporé. Ce n'est qu'un mois plus tard qu'il va donner signe de vie lors d'une conférence de presse à l'ambassade. Waïd Gorji réapparaît à l'ambassade d'Iran, à notre grande surprise, et fait une déclaration à la télévision dans laquelle il explique qu'il a été prévenu de cette interpellation et que comme il est innocent, il a préféré se réfugier au sein de l'ambassade. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Un diplomate iranien est venu l'innocenter. Scène surréaliste, c'est donc Gorji qui traduit lui-même la parole de son défenseur. Mais nous ne voulons pas que M. Gorji soit arrêté. Aussi, il faudrait mieux qu'il reste là où il est, jusqu'à ce que le calme revienne. Donc c'est un gigantesque bras d'honneur à la France, évidemment. Une provocation de trop. Le juge d'instruction chargé de l'enquête fait encercler l'ambassade d'Iran. Il exige alors que Waïd Gorji se rende pour être entendu. Pour la première fois, les Iraniens se sont rendus compte qu'ils avaient en face d'eux un pays qui résistait, alors que jusqu'ici, on avait toujours à peu près tout cédé depuis le départ de Khomeini de Neuf-le-Château. Et pour une première fois, ils voyaient un gouvernement en train de résister. Et ils ne comprenaient pas. En parallèle, Paris rompt ses relations diplomatiques avec l'Iran et envoie sa flotte militaire dans le golfe Persique. Mais il y a un problème. Les charges contre Gorji sont trop minces pour prolonger la pression. Je vais voir Charles Pasqua et je lui dis, ben voilà, parmi les éléments que nous avions retenus, il se trouve qu'il ne reste plus grand-chose. Et l'implication de Gorji dans notre dossier me semble difficile à soutenir. Or, nous sommes dans une situation un peu bloquée. Il est dans l'ambassade, les relations sont rompues, la flotte française est là. Voilà, nous sommes un peu gênés. Donc Pasqua réfléchit, il me dit, écoutez, pour le moment, on ne bouge pas. On va essayer de jouer une partie un peu compliquée. Puisqu'on a fait monter la tension à ce tel niveau, on va essayer d'obtenir la libération des otages. On peut envisager finalement la sortie de Gorji dans une sorte de marchandage. Ce serait donc une fausse piste qui aurait entraîné la France dans cet imbroglio. Charles Pasqua va alors tenter un coup de bluff. Quand on s'est rendu compte qu'il n'était pas coupable, on a fait comme s'il était toujours. C'est ça la fausse monnaie.
L'interprète de l'ambassade se trouve dans un Mercedes noir, à côté du chargé d'affaires iranien. Les Iraniens acceptent le marché. Gorgi est entendu par le juge d'instruction avant d'être expulsé dans la foulée, sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. En échange, 2 nouveaux otages français sont libérés à Beyrouth. Les journalistes Roger Hawk et Jean-Louis Normandin. Cette fois, la méthode Pasqua s'est avérée payante. Y avait-il ou non, dans le dossier de M. Gorgi, et de façon plus générale dans ce qui concernait l'activité de l'ambassade d'Iran à Paris, à cette époque, des éléments qui permettaient de les impliquer directement ou indirectement? La réponse judiciaire a été non. Alors, existait-il autre chose? Ça, on ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Il ne faut pas être naïf. Il y a la fameuse raison d'État. La France, l'Iran voulait normaliser. Donc, vous savez. Ça aussi, c'est un grand classique. Vous concluez sur cette partie, nous passerons à la politique étrangère après, si vous le voulez bien. L'affaire Gorgi s'immisce alors dans la campagne présidentielle qui voit s'affronter le président Mitterrand et son Premier ministre Jacques Chirac. Vous en êtes là, monsieur le Premier ministre. Ah oui, c'est triste. Et pour votre personne. Mitterrand, il était pour les Iraniens l'ennemi à abattre. Hein. C'était lui, le vrai Satan. Chirac, pas du tout. Je me souviens des conditions dans lesquelles vous avez renvoyé en Iran M. Gorgi, après m'avoir expliqué à moi, dans mon bureau, que son dossier était écrasant. Est-ce que vous pouvez dire, monsieur Mitterrand, en me regardant dans les yeux, que je vous ai dit que Gorgi, que nous avions les preuves que Gorgi était coupable? Pouvez-vous vraiment contester ma version des choses en me regardant dans les yeux? Dans les yeux, je la conteste. À 2 jours du scrutin, Roménie libère les derniers otages, Kaufmann, Carton et Fontaine. Un coup de pouce à son favori, Jacques Chirac. Je remercie le gouvernement iranien pour son aide et pour ses diverses interventions qui ont permis la libération de nos compatriotes. C'était une façon de prendre parti, sans doute, oui. C'était en fait maladroit, c'était trop tard, ça donnait l'impression de quelque chose qui avait été arrangé, c'était presque embarrassant. 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Une victoire diplomatique pour Jacques Chirac, mais qui n'empêche pas la réélection de François Mitterrand. Un an plus tard, l'ayatollah Khomeini s'éteint à l'âge de 87 ans, après 10 ans de règne sans partage. Une nouvelle ère semble s'ouvrir pour le peuple iranien. Mais le pays reste isolé sur la scène internationale pendant toute la décennie 90, soumis à des sanctions économiques qui l'empêchent de relever la tête. Ce n'est qu'en septembre 2001 que les Iraniens vont créer la surprise. Le soir même des attentats du World Trade Center, les habitants de Téhéran envahissent les rues de la capitale, bougies à la main, pour manifester leur solidarité avec une Amérique en deuil. Nous avons vu ces bougies comme une marque de sympathie et d'unité avec les victimes américaines. Cela reflétait l'envie des Iraniens de faire partie du monde et de normaliser ses relations. Nous avons été touchés par cela. Le cri traditionnel de mort à l'Amérique, là, qu'on entendait dans les prêches des mosquées, repris par la foule, a disparu pendant plusieurs semaines. C'était tout à fait intéressant. Le régime iranien en profite pour faire une offre à Washington. Lutter ensemble contre Ben Laden, caché en Afghanistan. Pour prouver ses bonnes intentions, l'Iran aide l'armée américaine à prendre Kaboul
et à faire tomber le régime des talibans. Les Iraniens offrent leur collaboration, et une collaboration active, une collaboration en matière de renseignement. Je me rappelle une nuit à 2 h du matin. L'ambassadeur iranien est venu frapper à ma porte en disant « Le ministre Zarif veut vous parler pour partager une information qu'il vient de recevoir de Kaboul. » Donc c'était une coopération positive. Et l'Iran devient presque un pays ami. Mais la lune de miel ne va durer que quelques mois. Tout bascule en janvier 2002, lorsque le président Bush prépare son discours annuel sur l'état de l'Union, censé tracer les grandes lignes de l'après-11 septembre. Il divise le monde entre les gentils et les méchants, les amis et les ennemis de l'Amérique. Il a déjà 2 pays dans sa ligne de mire, l'Irak et la Corée du Nord, mais cela ne lui suffit pas. Et c'est Bush qui, au dernier moment, en relisant le discours, a dit « Bon, l'axe du mal, 2 pays, c'est un peu court, essayez de m'en trouver un 3e. » Et son speechwriter a dit « l'Iran ». Tout le monde a dit « Ah, très bonne idée, on a mis l'Iran ». Ça s'est passé vraiment dans les 5 dernières minutes avant que le discours ne soit prononcé. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. Le message était « La seule manière de traiter avec l'Iran est de l'écraser ». Le président Bush ne cachait pas ses opinions et ses convictions. Et il était fermement convaincu que le régime iranien était hostile et qu'il supportait les terroristes. Washington veut diaboliser l'Iran. Et c'est sur le terrain nucléaire que les Américains vont y parvenir par une série de révélations sur leur programme caché. Il fallait donc que l'Iran ait une sale gueule. L'Iran soit vraiment un ennemi sur un sujet sérieux. Qu'est-ce qu'il y a de plus dangereux que le nucléaire? À Paris, le gouvernement s'inquiète d'une possible attaque militaire des États-Unis contre l'Iran. Dominique de Villepin, alors ministre des Affaires étrangères, veut tenter un coup. Négocier avec les Iraniens l'abandon de leur programme nucléaire pour enrayer la logique de guerre américaine. Villepin décide, c'est un peu son tempérament là, de brusquer les choses. Et je me souviens très bien qu'il me dit « On vient, si ça marche, tant mieux. Et si ça ne marche pas, le monde entier verra qu'on a fait l'effort. Donc on est gagnant au fond à tous les coups. » Quelques mois plus tard, Dominique de Villepin débarque à Téhéran, accompagné de ses homologues britanniques et allemands. Ils sont accueillis par un négociateur iranien, un inconnu, du nom d'Hassan Rouhani. Ce religieux qui a fait toute sa carrière dans les services de sécurité et l'étoile montante du régime. Mes 2 collègues étaient dans le fond assez réservés sur les chances d'obtenir un résultat, nourris de la conviction que les Iraniens allaient sans doute essayer de jouer la montre et l'écran de fumée. Là, très vite, nous avons eu le sentiment, effectivement, que nous rentrions dans la palabre. J'ai fait passer un message à la partie iranienne qui est que si les choses décidément n'avançaient pas, eh bien, nous serons amenés à en tirer les conclusions et à partir, purement et simplement.
Rouhani, un peu acculé par les 3 Européens, demande une suspension de séance. Moi, je l'ai bien vu, il était dans le hall, il était au téléphone, manifestement très concentré. Je suis absolument persuadé qu'il parlait au guide de la révolution islamique et au président de la République, qui étaient au fond ses 2 mentors. On voyait qu'il souffrait, qu'il était mal à l'aise, il transpirait vraiment à grosses gouttes. Hassan Rouhani a pris sur lui ce qui est rare en matière diplomatique, pris sur lui la liberté et la responsabilité de prendre une initiative qui est d'accepter, à titre personnel, entre guillemets, d'accepter la suspension des activités d'enrichissement. Dominique de Villepin a donc arraché l'accord des Iraniens. Reste désormais à convaincre les grands absents, les Américains. Il n'était pas à exclure que les Américains puissent, à un certain moment, vouloir en découdre, sans compter qu'il restait dans l'esprit américain ce traumatisme des 444 jours de prise d'otage de leurs diplomates à l'ambassade de Téhéran. Mais il faudra attendre 5 ans et la fin du mandat de George Bush pour que la Maison-Blanche accepte de rouvrir le dossier du nucléaire iranien. À peine élu, le président Obama fait de la question iranienne sa priorité. La dernière chose que voulait le président Obama, c'était une 3e guerre dans la région, une guerre qui aurait été extraordinairement difficile, coûteuse, sanglante. Il a voulu, en premier lieu, retirer cette épine nucléaire qui pesait non seulement sur la relation américano-iranienne, c'est important, mais qui pesait sur toute la région et qui faisait poindre la menace d'une guerre. Donc il y avait vraiment urgence. Barack Obama propose aux Iraniens de reprendre les négociations. Mais cette fois, c'est Téhéran qui refuse la main tendue des Américains. L'homme qui dit non s'appelle Mahmoud Ahmadinejad. Le nouveau président est un dur du régime, issu du corps d'élite des gardiens de la Révolution. Ils ne savaient pas comment répondre à Obama. Obama était quelque chose de nouveau pour eux, d'inconnu. Certains Iraniens, l'aile dure iranienne, se sont plus à l'aise avec un président Bush, un président Reagan ou un président Trump. Ça représente exactement tout le mal des États-Unis. Ce n'est qu'en 2013, avec l'arrivée au pouvoir d'Hassan Rouhani, que les pourparlers sont relancés. L'homme qui avait négocié quelques années plus tôt avec Dominique de Villepin se dit prêt à reprendre les négociations. L'image est historique. Pour la première fois, les représentants de la République islamique d'Iran rencontrent les principaux dirigeants de la planète pour discuter de leur programme nucléaire. Une réunion organisée par le président Obama. Cela faisait 30 ans que nous échangions des insultes, des menaces, des accusations, et cela n'avait rien donné. Donc, changeons cela. C'était le fond du message d'Obama. Outre les Américains, sont présents les Russes, les Chinois, les Anglais, les Allemands. Et c'est Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, qui représente la France. Nous étions 5+1. Et les Iraniens, ils étaient 10. Étrange. Pourquoi 10 ? Le négociateur officiel, c'était le ministre des Affaires étrangères, qui s'appelle Javad Zarif. Mais Zarif lui-même était surveillé, si je puis dire, par toute une série de personnalités. Et donc, dans notre négociation, il fallait non seulement
que nous convainquions les Iraniens, mais il fallait que les Iraniens se mettent d'accord entre eux. Le président américain Barack Obama a fixé une ligne rouge. L'instauration d'un mécanisme de vérification sévère auquel devra se soumettre Téhéran. Il demandait le jugement aux experts nucléaires. Est-ce qu'avec ce système de vérification, d'inspection sans précédent, est-ce que vous êtes confiant que l'Iran ne pourra pas échapper à notre surveillance? Est-ce que vous êtes confiant que nous saurons bien en avance s'ils sont en train de tricher? Le ministre iranien, Zarif, a piqué une colère. Il a dit, si c'est comme ça, je m'en vais. Et mon collègue chinois, et qui ne parle pas beaucoup, mais quand la Chine s'exprime, on sent derrière 1,3 milliard d'habitants. Et il a dit, mon cher collègue, vous avez dit que vous souhaitiez partir, si j'étais vous, je me rassierais. Et il s'est rassié. Finalement, les Iraniens acceptent la proposition de Barack Obama, l'abandon de leur programme nucléaire contre la levée des sanctions économiques qui étranglent la République islamique depuis plus de 20 ans. Ce 14 juillet 2015 marque la victoire des faiseurs de paix. امروز یک روز تاریخی است. برای ما افتخار بزرگی است که اعلام کنیم که به یک توافق در مورد With this deal, we cut off every single one of Iran's pathways to a nuclear weapons program. And Iran's nuclear program will be under severe limits for many years. Pour moi, la chose la plus remarquable était ces images de John Kerry et de Jawad Zarif se souriant mutuellement, dégageant une énergie positive que l'on n'avait plus vue depuis la création de la République islamique. Une réconciliation qui ne durera que 2 ans, jusqu'à l'élection de Donald Trump. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. Le nouveau président américain accuse les Iraniens de tricher et d'une simple signature, il annule l'accord et fait replonger le monde dans une nouvelle guerre froide. Se défaire de cet accord, c'est se remettre là où on était en 2013-14, c'est-à-dire soit il faut bombarder l'Iran, soit l'Iran aura la bombe. On ne passe pas d'une situation aussi traumatisante que celle que nous avons connue dans les années 80, marquée par un affrontement aussi dur, à une lune de miel. Tout le monde a eu des coups terribles, on a tous été des ennemis féroces les uns avec les autres. Puis à un moment, les pages se tournent, les pages de l'histoire se tournent. L'Iran d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'Iran révolutionnaire de l'ayatollah Khomeini. Le pays s'est modernisé et compte désormais 80 millions d'habitants. La vraie question, c'est celui de l'intégration ou de la réintégration de l'Iran dans la famille des nations. La vraie question, elle est là, c'est qu'est-ce que de leur côté, ils sauront avancer vers cette idée de réintégration? L'Iran était 40 ans en dehors du monde. La mondialisation est passée à côté. La mondialisation, c'est Dubaï. Les Iraniens disent « Nous avons raté 40 ans d'histoire, on est passé à côté de l'histoire ». Et donc, l'enjeu pour Macron, pour la France et pour les Européens est d'accompagner l'ouverture iranienne, qui sera difficile, avec beaucoup d'accros, et qui peut se faire. Ceci suppose une vision de l'avenir de cette région, qui est capitale pour nous. Si cette région est en désordre, en violence, en confrontation, nous ne serons pas tranquilles, nous, ici en Europe. 40 ans après la Révolution,
aucun chef d'État occidental n'a effectué de voyage officiel en République islamique. L'Iran, qui est pourtant devenu une puissance incontournable au Moyen-Orient.